Donc moi, je vais me présenter rapidement. Je suis fondateur de l'association Solentiel. Solentiel, c'est une association qui, à l'origine, a été créée, est le fruit d'une rencontre d'un groupe de jeunes femmes, de 7 jeunes femmes nigérianes que j'ai rencontrées la nuit sur les trottoirs de Grenoble. J'étais bénévole dans une autre association qui fait des tournées du cœur la nuit, qui va à la rencontre des personnes qui sont en situation de prostitution. Et ce groupe de jeunes femmes que j'ai rencontrées pendant 3 mois, tous les mercredis soirs, elles ont décidé de m'inviter chez elles. Et quand je suis allé chez elles, je leur ai demandé si concrètement on pouvait faire quelque chose pour elles. Et là, elles m'ont dit qu'elles voulaient sortir de la prostitution. Et il leur fallait pour cela un travail, plus précisément qu'elles voulaient faire du nettoyage, un métier qui leur paraissait facilement accessible, à la fois en termes de compétences et ne nécessitant pas de parler français. Voilà, très concrètement. Et donc moi, j'étais ni du social, ni du nettoyage. Je suis entrepreneur dans l'informatique au départ. J'ai eu une entreprise pendant 15 ans dans l'informatique, dans l'édition logicielle et de sites internet. Et voilà, puis à ce moment-là, j'étais en train de vendre mon entreprise, donc j'ai eu du temps qui s'est dégagé. Et donc, on a créé Solentiel et puis on a embauché ce groupe de jeunes femmes qui sont sorties de la prostitution. Et puis le projet a démarré comme ça, donc en 2017. Voilà, donc c'est une aventure. On s'est lancé, on a répondu simplement à un besoin exprimé par ces personnes. Euh, voilà, et puis c'est devenu mon travail à temps plein depuis le 1er janvier 2022. Donc, j'étais bénévole pendant 5 ans. Et puis en fait, l'association a beaucoup grossi et puis on a eu l'opportunité d'essaimer, d'ouvrir d'autres antennes en France. Et donc, il y avait un choix à poser entre soit recruter une personne pour faire le développement en France, soit de porter moi-même le projet. Et donc, j'ai trouvé une fondation qui a accepté de me payer mon salaire. Et du coup, j'ai pu me salarier. Euh, voilà, pour venir un peu dans le vif du sujet. Euh, Solentiel, on est sur un métier de nettoyage, c'est un métier assez ingrat. Et donc, quand on a démarré, au bout d'1 an, on avait une quinzaine de personnes en insertion qui faisaient du nettoyage et une directrice d'agence à la tête. Et, euh, et on avait un management assez classique, donc très pyramidal. La directrice gérait tout, les agendas, enfin, voilà, les plannings, donner les directives, les cahiers des charges, les sanctions éventuelles quand une personne n'allait pas travailler ou faisait pas ce qui était prévu. Euh, et le nettoyage, on est sur un métier assez ingrat, donc quand tout va bien, c'est très bien, mais on est très vite venu sur un management un peu à la baguette, qui se fait un peu tout le temps dans toutes les boîtes de nettoyage et un peu comme dans le bâtiment d'ailleurs, sur ces métiers assez manuels. C'est-à-dire, bah, dès que quelque chose n'allait pas, on a mis la directrice contrôler le travail de manière aléatoire, et quand quelque chose n'allait pas, elle sanctionnait, un avertissement, une mise à pied, et puis on est allé jusqu'à un licenciement de 2 personnes de l'équipe. C'était pas très satisfaisant sur le plan du projet social qu'on souhaitait développer au sein de Solentiel, qui était d'aider ces femmes. Et bien que, quand même, ça les aidait réellement, hein, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont toutes sorties de la prostitution, mais elles retrouvaient du coup à Solentiel un modèle hiérarchique pyramidal qui les ramenait à ce qu'elles avaient vécu de manière totalement déformée et amplifiée dans les réseaux de prostitution, avec des proxénètes qui tapent très fort, évidemment, quand la personne ne s'exécute pas tel que selon leurs attentes. Donc finalement, psychologiquement, c'était pas très simple à vivre pour ces femmes. Euh, un management autoritaire, en fait, les ramener à des choses, à des traumatismes vécus assez complexes. Et puis la deuxième problématique, c'est que la directrice est venue me voir en me disant, bah, en fait, voilà, on a 15 personnes en insertion. Je passe tout mon temps sur le terrain, sur le plan opérationnel. Je n'ai plus le temps de développer, de continuer à développer Solentiel. Et on avait une liste d'attente longue comme le bras de femmes qui voulaient venir travailler à Solentiel pour sortir de la prostitution. Et donc, on avait une problématique un peu de changement d'échelle. De manière très classique, elle m'a proposé de recruter un chef de site, chef de secteur, pour gérer l'opérationnel,
de manière à ce qu'elle elle puisse se concentrer sur le développement commercial. Et donc, on a recruté une première personne qui venait du monde du nettoyage, management très autoritaire de nouveau. Ça n'a pas fonctionné. On s'est rendu compte que c'était vraiment pas ça qu'on voulait vivre. Donc, on a demandé de partir au bout de 2 mois. On s'est dit qu'on allait recruter quelqu'un du monde social pour avoir quelqu'un qui ait une approche, beaucoup d'empathie. On a recruté quelqu'un qui était avec beaucoup d'empathie, très bisounours, mais qui du coup était plus du tout dans la qualité de service à rendre pour nos entreprises partenaires, l'efficacité attendue, enfin voilà, la productivité, enfin les gros mots pour des gens qui viennent du monde social. Donc ça n'a pas fonctionné non plus. Et puis après on a eu un troisième de nouveau du nettoyage. On pensait trouver quelqu'un on pensait avoir trouvé quelqu'un qui puisse porter les deux à la fois, mais ça n'a pas gêné non plus. Donc on s'est retrouvé 6 mois après dans la même situation. On avait essayé trois chefs de secteur. Euh, et puis, ben, aucun des trois, ça a fonctionné pour aucun des trois. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert Opal. C'est un ami qui m'a. J'ai dit à un ami, j'ai 2 problèmes à Solentiel, on n'arrive plus à grandir. Et j'ai pas mal de femmes qui veulent sortir de la prostitution. Et en plus, on a un management pyramidal, hiérarchique, autoritaire qui maintient. Et du coup, les femmes ne se saisissent pas elles-mêmes du projet, elles ne portent pas le projet. Et je sentais bien que, en fait, ce qui était nécessaire, c'est que les femmes qu'on embauchait prennent en main l'association et que ça soit leur projet, qu'elles y mettraient beaucoup plus d'énergie que nous, et de manière beaucoup plus pertinente surtout. Donc voilà, donc j'ai découvert le livre de Frédéric Laloux, la version BD hein, pour commencer. Euh, et puis on s'est lancé sans se former. Donc, donc avec la directrice qui a lu la BD, enfin la version illustrée du livre également, qui a dit ah super on y va. Et puis on a démarré euh, avec toute l'équipe, donc les 15 personnes qu'on a découpées à ce moment-là, on a fait 2 groupes, 2 équipes, et on leur a donné la liberté, l'autonomie, la responsabilité, voilà, en appliquant donc les grands piliers d'Opal. Euh, on avait la raison d'être était très porteuse, hein, elle était partagée par l'ensemble des femmes qui travaillaient à Solentiel, qui était vraiment d'aider un maximum de personnes à sortir de la prostitution. Donc elle était à la fois partagée et puis porteuse de donner une vraie motivation. Euh, Sur les autres piliers d'Opal, qui étaient la plénitude et l'autogouvernance, la plénitude, c'était assez complexe. Parce on a dans nos équipes, toujours d'ailleurs, hein, mais des personnes donc, qui sortent de réseaux de prostitution et elles ne savent pas entre elles laquelle avait des liens hiérarchiques dans le réseau. Est-ce qu'il y en a une qui potentiellement peut être une espionne? Et donc, là, une vraie difficulté à se faire confiance et à se livrer des choses un peu plus intimes. Euh, et sur l'autogouvernance, alors on a donné une totale autonomie aux 2 équipes. En fait, les équipes ont saisi la partie sympa de l'autonomie, la liberté d'organisation, mais on n'avait pas mis de garde-fou en termes de responsabilité et de conséquences si les responsabilités n'étaient pas tenues. Et donc, c'est complètement parti. Alors, il y en a qui ont été, il y a certaines personnes qui ont été très sérieuses et qui ont été à la fois autonomes et responsables. Et puis d'autres qui ont pris leur liberté, qui se sont permis de moins venir travailler, de ne pas respecter les plannings, d'envoyer bouler les autres quand elles avaient des reproches. Enfin voilà, on n'a pas appliqué vraiment le concept Opal dans son intégralité. Et ça a duré 6 mois, et ça a été 6 mois de chaos. Euh, Au bout de 6 mois, on a pas mal d'entreprises partenaires qui voulaient quitter Solentiel. On a des équipières en insertion qui elles étaient sérieuses, qui voulaient quitter Solentiel en disant on en a marre de bosser pour les autres. Euh, Celles qui avaient pris leur liberté sans leur responsabilité, finalement, n'étaient pas non plus épanouies parce qu'elles voyaient bien tous les reproches des entreprises partenaires sur leur travail et donc il n'y avait pas de satisfaction sur le travail effectué. Euh, donc voilà, on s'est arrêté au bout de 6 mois. On s'est dit qu'on allait se former. Euh, donc là, on a lu la version complète du bouquin de Frédéric Laloux, toutes ses vidéos, on a pris un vrai temps de formation. Et entre-temps, on avait continué quand même un peu à grossir, on était passé de 15 à 20 personnes en insertion. Euh, et on a recommencé. Et on a cette fois-ci fait ça sur le mode du volontariat. Donc on a demandé parmi nos équipières lesquelles
voulait vraiment tester, travailler en équipe, de manière autonome et responsable, et on a mis des conditions, vraiment de l'autonomie. Et pour les autres, on les a remis sur un mode hiérarchique pyramidal, autoritaire, assez classique. Et donc on a eu 6 femmes qui ont été partantes. Ils ont dit: «Oui, on recommence». OK, ça a été 6 mois très durs, mais on y va. Et donc une des conditions, nous, qu'on a mis une responsabilité qu'on a donnée à l'équipe, c'était, l'équilibre budgétaire. On leur a dit: «Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut que chaque mois, à la fin du mois, il faut que l'équipe soit à l'équilibre budgétaire». C'est-à-dire qu'en gros, que le chiffre d'affaires récolté couvre, les salaires, matériel, nettoyage, les produits, voilà, tout ça soit couvert également, et qu'il y ait également une participation à hauteur de 20 aux frais de support, la comptabilité, et cetera. Hem Et donc on a mis en place une comptabilité analytique pour pouvoir suivre le budget de cette équipe. Et voilà, mais c'était la seule condition finalement qu'on a imposée à l'équipe, c'était ça. À l'intérieur de ça, elles avaient vraiment toute la liberté d'organisation en termes de planning, résilier un contrat de prestation client si elles trouvaient que c'était pas opportun, accepter ou non un nouveau contrat qui était proposé par l'équipe commerciale, gestion de leurs congés payés, virer un membre de l'équipe qu'elles estimaient qui était pas au niveau, recruter et accueillir une nouvelle équipière. Tout ça, c'était donné à l'équipe, avec vraiment une très forte autonomie. Et ça, on l'a fait au moment où Pauline est arrivée chez nous. Donc la directrice est partie et Pauline est arrivée, et avec directement dans ce mode de management. Donc c'est également plutôt facilitant d'avoir, pour l'équipe, une nouvelle personne en direction d'agence, mais qui du coup n'était pas dans une posture de manager autoritaire, mais plutôt en accompagnatrice. Hem Et ça a très bien fonctionné. Donc là, ça a été vraiment génial. On a eu au bout de quelques on a au bout de 3 mois un autre groupe de jeunes femmes, d'équipières chez nous, qui sont venues nous voir en disant: «Nous aussi, on veut passer en autonomie». Et donc on a créé une deuxième équipe Opal, et 3 ou 4 mois plus tard, on a eu la 3e équipe, qui est également passée en mode Opal. Donc en fait, en 6 mois, on a tout le monde a basculé en mode Opal, nos 3 équipes, nos 20 équipières en insertion, mais cette fois-ci sur le mode du volontariat, et vraiment avec, sur ce principe d'autogouvernance, la condition sine qua non de l'autonomie, c'était, l'équilibre budgétaire. Et on avait mis en place un process qui était de dire: «Bah, si une équipe ne respecte pas cette règle, elle perd son autonomie, et ce sont les autres équipes qui décident, de l'avenir de l'équipe qui a perdu son autonomie», avec 2 possibilités. Soit les autres équipes payent la perte financière de l'équipe qui a pas été à l'équilibre, et du coup lui permet de continuer à vivre. Soit elles peuvent décider de la dissolution de l'équipe, avec, la conséquence de l'interruption des contrats de travail pour les équipières concernées, heu, avec évidemment la faculté pour les équipes les autres équipes de les récupérer si elles veulent récupérer les meilleurs membres, et cetera, et les intégrer à leurs équipes, hein, mais voilà, avec des conséquences, un peu lourdes. Hem, on a assez vite grossi à ce moment-là. On est passé, jusqu'à 5 équipes Opal à Grenoble, donc on a atteint les 40 personnes en insertion. Hem Et globalement, ça a été, je pense, une des meilleures périodes, vraiment avec une très forte autonomie, autogouvernance et d'épanouissement des équipes, et une qualité de travail, globalement assez remarquable, même si le nettoyage reste toujours très ingrat, parce que dès qu'on oublie une poubelle ou je sais pas quoi, l'entreprise appelle, mais vraiment on n'avait pas grand chose à dire, et quand il y avait un problème, c'était géré par l'équipe. Et donc en termes enfin vraiment, c'était vraiment très chouette. Hem Ça a fait dire à nos équipières, il y a un groupe d'équipières qui nous ont dit: «Maintenant, on n'est plus des femmes de ménage, on est des businesswomen». Heu, Parce qu'effectivement, elles avaient, une gestion totalement autonome. Et la deuxième chose hyper intéressante, c'est que le recrutement d'une nouvelle personne étant fait par les équipes elles-mêmes, c'est elles qui récoltaient la joie et l'expression de la joie de la personne recrutée. Quand on appelle une femme et qu'on lui dit: «Voilà, tu vas pouvoir venir travailler à Solentiel et donc arrêter la prostitution»,
c'est des cris de joie assez incroyables, hein, et donc, au démarrage, bon, au tout démarrage, c'était moi qui avais ces cris de joie parce que c'était quand j'ai créé l'association. Ensuite, ça a été la directrice. Et en fait, là, c'est des équipes qui avaient ça. Et évidemment, c'est évidemment un élément de motivation hyper important. Ce qui était intéressant dans cette expérience également, c'est qu'on a fait une journée de travail assez forte, plusieurs journées de travail notamment sur l'autogouvernance, sur la raison d'être, etc., avec les équipes. Et, euh, et en fait, en se laissant un peu le temps, alors nous, on a un public de femmes qui n'ont pas été scolarisées généralement, de femmes africaines essentiellement, du Nigeria, beaucoup. Euh, donc, qui n'ont pas appris comment fonctionne une entreprise, quels sont les principes clés pour que les entreprises pour que tout le monde soit satisfait, que l'entreprise puisse grandir, qu'il y ait de la croissance, etc. Mais en fait, en prenant le temps de réflexion, elles sont venues toutes seules et de manière assez rapide au fait d'abord d'avoir une raison d'être et de se dire, de toute façon, notre but, c'est d'aider le maximum de femmes à sortir de la prostitution. Et que pour ça, il fallait que nos entreprises partenaires soient satisfaites du travail effectué, du nettoyage, parce que du coup, elles nous recommanderaient à d'autres entreprises et que ça nous permettrait de grandir et que si d'autres entreprises nous rejoignent, ça permettra d'embaucher plus de femmes. Donc ça, elles l'ont. Alors, ça a pris 2 heures, 3 heures, suivant les équipes, hein. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Mais en fait, elles l'ont compris toutes seules. Et du coup, la motivation de bien faire le nettoyage a pris une autre envergure que simplement avoir la satisfaction du client pour bien faire son travail. Elles avaient bien en tête que ça permettrait d'aider d'autres femmes qui étaient en attente et qui voulaient sortir de la prostitution. Euh, voilà un peu le fonctionnement. Et puis ensuite, on a ouvert Solentiel à Lyon. Euh, on a voulu. En fait, ça s'est fait un peu au même moment quand on a mis Opal en place à Grenoble. Et on s'est dit, on va mettre aussi Opal en place à Lyon. Sauf qu'on l'a suivi d'un peu plus loin et la personne qui a pris en charge le lancement de l'antenne de Lyon n'est jamais rentrée dans les principes Opal et notamment a eu beaucoup de difficultés à lâcher le contrôle, à donner l'autonomie réelle à l'équipe opérationnelle. Et d'ailleurs, ça nous a fait prendre conscience qu'il y a une vraie difficulté pour le manager quand même à lâcher prise, quoi. Et à un moment donné, à accepter que son équipe puisse faire des erreurs et que c'est sain et que même si le manager il perçoit l'erreur qui va arriver, doit laisser faire. Alors il peut tenter d'amortir au maximum et préparer la chute, et qu'il y a quelque chose de sain à laisser l'équipe prendre une décision qui va être mauvaise euh, à partir du moment où on est sûr que la décision a été prise de manière réfléchie et collective. Bon, bah, allez-y, tentez votre chance. Et puis là, quand on voit ça, bah, on peut préparer la chute, amortir au maximum. Et voilà. Et donc la personne de Lyon n'était pas du tout prête à ça et a mis en place un management autoritaire à Lyon. Euh, et du coup, on s'est rendu compte, donc on a eu un écart de fonctionnement assez important entre Grenoble et Lyon. Et, euh, et on s'est rendu compte de la difficulté qu'on a eue à finalement expliciter notre fonctionnement à Grenoble et être en capacité de le dupliquer à Lyon. Voilà. Puis on a eu des projets d'ouverture à Toulouse, à Montpellier. Et en fait, on s'est dit, on est incapable de décrire et d'expliquer ce qu'on fait exactement à Grenoble parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas mis grand-chose par écrit pour être. Voilà. Là-dessus, on a manqué un peu de prise de recul, d'analyse et puis de travail d'écriture, quoi, hein, de spécification et d'explication du fonctionnement. Euh, voilà, et puis on a été, nous, on est soutenu par plusieurs fondations qui nous poussent à nous déployer en France, à ouvrir des antennes. Là, actuellement, on ouvre à Toulouse, à Nantes et à Paris. Et en fait, on a décidé du coup de changer de modèle. On s'est dit que la difficulté qu'on avait avec Opal, c'est qu'on a des grands principes qui sont très chouettes, une grande liberté d'application, qui peut à la fois être chouette, mais du coup, qui n'est pas forcément duplicable. Et un travail d'explicitation qu'on n'avait pas fait, et puis on n'avait pas d'outils forcément pour le faire, en tout cas, euh, c'était pas prévu par Opal spécifiquement, ou nous, on s'en est pas saisi, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été fait chez nous. Et on a découvert ensuite l'holacratie. Donc, on a pas mal discuté avec
avec une entreprise qui accompagne sur l'holacratie. Et on s'est dit que c'était peut-être un modèle avec un peu moins d'autonomie. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu plus hiérarchique, il y avait une notion de leader d'équipe, qui n'est pas vraiment, qui est pas un manager, hein, mais euh, il y a des choses qui nous semblaient peut-être un petit peu moins poussées qu'Opal en termes d'autonomie des équipes. Mais, mais l'holacratie, ce qui nous a intéressé, du coup, on a basculé en holacratie au printemps, là, 2023. Nous semblait avoir l'avantage d'avoir des règles très explicites, avec une constitution. Il y a un logiciel aussi sur la gouvernance qui permet de décrire sa gouvernance proprement, avec tout un tas de règles. Voilà, les choses sont. En fait, on est un peu forcé, quand on passe en holacratie, d'expliciter vraiment où est-ce que se prennent les décisions, quels sont les rôles de chacun, quelles sont les redevabilités. Euh, et donc, c'est vrai qu'on a fait tout ce travail qu'on a commencé début 2023. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper intéressant et hyper riche à un moment donné de se poser, de se dire, OK, comment on fonctionne, quelles sont les décisions qu'on doit prendre, qui les prend, dans quel périmètre, etc. Et, euh, et donc, on a basculé en holacratie au printemps, d'abord sur l'équipe encadrante. Et puis là, ça y est, on est en train de basculer les équipes opérationnelles. Euh, et dans cette transition, on est repassé par une phase de management un peu autoritaire, parce que du coup, on a arrêté Opal. Et donc, temporairement, on est revenu sur un management où c'est le manager qui redéfinit les plannings, etc. Les équipes ont perdu en autonomie. Et donc là, on est en train de redonner l'autonomie aux équipes. Voilà, on n'a pas encore le recul euh, pour savoir si ça va permettre de retrouver cette autonomie, cet enthousiasme et cet épanouissement des équipes. Ce qui est sûr, c'est que c'est très facilement duplicable. C'est que du coup, on arrive là, on a ouvert l'agence de Nantes il y a 2 mois. On a un modèle qui est propre, on a un logiciel qui s'appelle Ola Spirit où vraiment toute la gouvernance est décrite. On a la constitution, on a comment doivent fonctionner les réunions. Il y a des réunions tactiques, il y a des réunions de gouvernance. Enfin, et c'est vrai que du coup, on forme nos collaborateurs et on a quelque chose d'assez assez pédagogique, quoi, quelque part. Voilà. Contrairement à Opal, où sur Lyon, on avait donné les grands piliers, on expliquait un peu comment on fonctionnait, mais la personne de Lyon a voulu faire autrement avec ses grands piliers, puis ça n'avait pas marché, quoi. Donc là, en holacratie, on a le sentiment, on manque de recul, que voilà, au moins les choses sont claires et sont compréhensibles par tous, quel que soit le territoire où on est. Euh, voilà, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est que l'ensemble des équipes opérationnelles soient en holacratie. Et on a commencé. Et mais on n'a pas encore les fruits, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le retour des équipes pour savoir si vraiment elles y trouvent leur compte. Voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Objectivement, j'ai pas de crainte du tout. Je pense qu'on va retrouver une autonomie forte des équipes et finalement l'explicitation des rôles et de la distribution de l'autorité au sein des membres de l'équipe me paraît plus, voilà, encore une fois, plus explicite en holacratie. Donc, je pense que ça va être plutôt facilitant également dans les équipes opérationnelles. Mais là, je parle de choses théoriques à l'instant, à l'instant T. Voilà, ce dont je n'ai pas parlé également, c'est qu'on s'est formé au départ sur Opal, et puis Pauline s'est formée donc sur son rôle d'accompagnement des équipes. Elle a quitté la posture de directrice d'agence, donc le poste de directeur d'agence a disparu. Elle est devenue coach pour accompagner et facilitatrice de l'intelligence collective, donc vraiment en accompagnement d'équipe. Et ça, c'est vraiment indispensable parce qu'on a d'abord, bon, on a un public, nous, de personnes non scolarisées en partie. Enfin, on fait de l'insertion, donc il y a des choses de base que les personnes n'ont pas du tout, par exemple sur la communication non violente. On a des réunions où les personnes montent très très vite dans les tours, donc il faut animer les réunions et puis faut redonner des règles de base de dialogue, d'apprendre à pas se couper la parole, etc. Euh,
On peut avoir dans les entreprises classiques aussi d'ailleurs, hein. Mais bon, là, c'est un peu amplifié du fait de l'insertion. Et voilà. Et puis la deuxième chose sur lequel on a un très gros travail sur lequel on a eu un très gros travail à faire, c'est faire monter en maturité les équipes sur la prise de décisions difficiles. Heu, Avec la décision la plus difficile qui est d'exclure un membre de l'équipe avec comme conséquence son licenciement de Solentiel. Et et ça, on s'est rendu compte d'une part que c'était très complexe pour les équipes, heu et d'autre part que si elles n'étaient pas capables de ça, en fait, c'était impossible pour elles de fonctionner de manière saine. Parce que du coup, on pouvait avoir au sein de l'équipe un membre qui abuse du système et qui abuse des autres en faisant pas son travail comme il faut et voilà. Et donc là, on a eu des équipes qui ont compensé le travail de celles qui faisaient mal, avec quelques membres qui du coup, bah, bossaient plus et pour rattraper ce qui était mal fait par une ou 2 personnes dans l'équipe. Donc ça fonctionnait sur le plan du résultat et de la qualité, mais objectivement, c'était pas très sain. Hem Et puis on a eu des équipes bah, qui se sont retrouvées plombées totalement. C'est-à-dire tout le monde est devenu démissionnaire un peu dans son travail parce que gêné par, 1 membre ou 2 membres dans l'équipe qui bah, qui étaient pas au niveau quoi et qui abusaient totalement de la situation. Et donc, il y a eu vraiment un travail de définition de processus, disciplinaire, en autogouvernance, heu, pour permettre aux équipes et les aider à prendre des décisions complexes, et la décision ultime, c'est l'exclusion donc de l'équipe. Et donc ça, on l'a mis en œuvre et en mettant ça en œuvre et les équipes s'en sont saisies, ça a bien fonctionné, hein. C'est ça aussi qui a permis, que vraiment les équipes puissent, vraiment, se développer, s'épanouir et cetera. C'est quand il y avait une personne qui abusait du système, elle était éjectée du système. Heu, voilà, alors comme on est une structure d'insertion, une personne qui était exclue de son équipe, d'abord une autre équipe pouvait la repêcher si jamais c'était juste un problème relationnel, donc là pas de problème. Et si c'est un problème vraiment de fond, à ce moment-là, on mettait fin au contrat de travail, mais on l'accompagnait, pour, qu'il y ait une suite évidemment, qu'elle soit repêchée dans une autre structure d'insertion que Solentiel, par exemple, et cetera. Mais, mais de fait, ça a vraiment été une condition hyper importante de l'autogouvernance et c'est cette capacité à prendre des décisions, quoi, des décisions difficiles. Et on a aussi une équipe qui s'est fait dissoudre par les autres, dans l'autre process, donc là, qui était plus de collectif. Donc une équipe qui n'a pas respecté son équilibre budgétaire. Pendant 2 mois, donc ça a duré 3 ou 4 mois et sur les 2 premiers mois, bah, les autres équipes ont décidé de prendre à leur charge la perte de l'équipe déficitaire et le troisième ou le quatrième mois, elles ont dit: «Stop». Elles ont dit: On vote la dissolution de l'équipe» et elles en ont repêché quand même les 2 tiers. Elles ont repêché les 2 tiers des membres de l'équipe déficitaire pour les réintégrer dans les autres équipes, qui fonctionnaient bien et on a mis fin au contrat de travail de 3 personnes, je crois. Qui est objectivement, alors c'est à la fois dur et à la fois c'est très juste. C'est-à-dire que dans ces process, il y avait à la fois des vrais temps de discussion, d'échange, la possibilité soit pour les membres qui allaient être exclus de leurs équipes, soit pour l'équipe qui allait être dissoute de se défendre et d'expliquer la situation et cetera. Et mais généralement, quand les décisions, lourdes ont été prises d'exclusion ou de dissolution, c'était objectivement plutôt assez juste. C'était même parfois un tout petit peu trop tardif. C'est-à-dire qu'en fait, un manager plus classique aurait tranché peut-être un peu plus vite. Mais du coup, c'était sain. C'est-à-dire que ça faisait pas de débat dans l'association. C'est-à-dire que là où parfois un manager peut licencier quelqu'un, puis les autres comprennent pas, et du coup, il y a un peu de suspicion, on se demande sur quels critères il a pris sa décision. Là, c'était compris par tout le monde et comme les gens avaient participé à la décision, ça faisait pas trop débat, quoi. Il y a pas de. Hem Voilà un peu ce que je peux vous raconter, mais du coup, cette notion de maturité d'équipe, est pour moi quand même une des conditions, et peut-être un très bon niveau d'évaluation de savoir où en est l'organisation dans sa capacité à être réellement en autogouvernance, en autonomie. Est-ce que l'équipe est prête ou pas,
Voilà, je vais digresser un tout petit peu parce que j'ai eu une autre expérience à titre personnel en dehors de Solentiel. Euh, j'ai tenté d'appliquer ce modèle dans le bâtiment et j'ai créé une structure qui s'est appelée les équipiers du bâtiment, que j'ai créé en scope sur le plan juridique. Et j'ai recruté 8 personnes. Donc, c'était sur la rénovation immobilière dans le second œuvre. Donc, j'ai recruté une personne par corps d'État, donc un électricien, un peintre, un plombier, un carreleur, etc. Et donc, je les ai mis en autonomie. Je leur ai dit, voilà, on va bosser ensemble. Et moi, j'avais plutôt une fonction commerciale, donc d'apporter des chantiers. Et j'étais après sur la gestion du chantier. Vous allez être en autonomie, en équipe. Et c'est une aventure qui a duré 8 mois. Et au bout de 8 mois, il y a eu une liquidation judiciaire. Donc, je vous donne déjà la fin. Et, euh, et en fait, donc, j'ai fait plusieurs erreurs. Euh, une des erreurs qui est assez classique des entrepreneurs qui, par chance, ont réussi une première fois, donc ont parfois un peu d'argent, c'est d'aller un peu trop vite. Donc, en fait, j'ai recruté 8 personnes qui m'ont dit ça serait bien si on était en binôme par corps d'État. Donc, on est passé de 8 à 16 en un mois. Donc, donc on s'est retrouvé avec une équipe assez conséquente à piloter sans que personne se connaisse vraiment. Donc, ça, c'était une erreur très personnelle. Et, euh, et donc, ensuite, sur les 16 personnes en autonomie, bon, pendant 4 mois, il y avait des réunions hebdomadaires. J'ai l'impression que tout allait bien. J'ai l'impression que les chantiers avançaient. Les personnes étaient très contentes, très heureuses de bosser dans l'équipe, etc. Et puis, au bout de 4 mois, on a eu une réunion et on avait 2 gros chantiers qui étaient censés avancer comme il faut. Et puis, moi, je contrôlais pas les chantiers, hein. Il y avait l'équipe était sur les chantiers, etc. Et là, il y a un des membres, un des équipiers qui balance en réunion, bon, stop, qui dit stop, on va se parler en vérité. Et maintenant, il est temps de dire en fait que les chantiers sur la peinture n'avancent pas du tout. Et donc moi, je tombe des nues. Et donc, le gars dit, bah oui, Rodolphe, faut qu'on te dise, en fait, bah, les 2 peintres qui étaient à la réunion, hein, bah, faut que vous disiez la vérité. En fait, vous bossez pas, vous êtes jamais là, vous bernez Rodolphe à chaque fois en disant que ça avance et que vous êtes dans les temps et tout. En fait, vous glandez rien, on le sait tous. Maintenant, il est temps de se mettre en vérité. Et bref, en fait, c'était déjà beaucoup trop tard. C'est-à-dire que les conséquences financières ont été très lourdes. Il fallait que je remette de l'argent pour maintenir à flot la société et je ne l'ai pas fait, donc je suis allé vers une liquidation. Mais ça a été hyper intéressant parce que j'ai des échanges après avec. D'abord, ça prend un peu de temps une liquidation, donc j'ai pas mal d'échanges avec l'équipe. Et donc, il y avait ces 2 peintres qui ont vraiment plus une troisième équipier qui ont totalement abusé du système. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que les autres membres étaient tous rendus compte du problème parce qu'ils étaient sur le terrain avec les autres. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas alerté avant? Enfin, toutes les semaines, on est en réunion, les peintres disent qu'ils avancent, etc. Pourquoi vous n'avez pas dit, bah non. Et là, ils m'ont dit, non, mais Rodolphe, on savait que si on disait ça, ils allaient perdre leur boulot. Et on sait que niveau familial, c'était déjà assez compliqué pour chacun d'eux. Il y en a un des deux, sa femme l'avait plaqué. Enfin bon, et en plus, ils connaissaient du coup la vie personnelle de leurs collaborateurs. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, ils n'avaient pas du tout. Et donc, ils étaient dégoûtés, hein, très clairement. Je leur ai dit, bah oui, bah, là, maintenant, la boîte, elle coule, quoi. Moi, je ne mets pas de l'argent au pot pour ces conditions. Et donc, j'étais à la fois dégoûté que ça s'arrête. Et à la fois, la raison, c'était vraiment un manque de maturité. Donc, je reprends ma responsabilité pour le coup, là, hein, de ne pas avoir permis à l'équipe de ne pas avoir peut-être les bons process ou de ne pas avoir fait assez de formation pour pouvoir être en vérité avec un collaborateur et lui dire en face, en fait, ton travail, ça va pas. Et soit tu corriges le tir, soit on en parle en réunion d'équipe, soit tu t'en vas. Enfin, à un moment donné, on peut peut-être t'aider, on peut peut-être te former tout ce que tu veux, mais si tu, voilà, il faut mettre les choses sur la table. Et, euh, et donc voilà, donc ça m'a fait prendre conscience de vraiment j'avais déjà pris conscience à Solentiel, mais là, c'était encore plus radical, avec des conséquences un peu plus douloureuses. Mais voilà, cet impératif d'avoir à la fois les process et les membres d'une équipe qui ait la maturité suffisante pour prendre des décisions difficiles, parce que quand tout va bien, quoi. Et tant mieux d'ailleurs, mais c'est plus facile. Voilà, merci. Bah, super, Rodolphe, super intéressant. Moi, j'ai beaucoup de questions, donc j'imagine que je suis pas la seule. On part pour 20 minutes de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est questions courtes, réponses courtes. On essaye de faire le plus efficace. Cynthia, Alexandre, quand vous avez une question, vous levez la main, puis je vous donne la parole.
D'accord. Bon, moi j'en ai une. Quels sont les trois enseignements clés que tu tires de tout ça? Si tu avais trois enseignements clés de ces, ben, merci de ces deux expériences en plus. C'est vraiment chouette. Si quelqu'un se lançait Euh, là-dedans comme toi, D'abord, faut se former, vraiment, se former, pour pouvoir être en capacité d'avoir, les bons process clés, hem, s'appuyer sur les bons piliers, savoir ce que c'est qu'une raison trouver une raison d'être qui soit motivante, pour l'ensemble des membres de l'équipe. Sur mon expérience du bâtiment, par exemple, on a vraiment travaillé là-dessus et on avait trouvé une raison d'être qui soit vraiment porteuse et qui portait l'ensemble des équipiers, hein. Donc, vraiment, c'était chouette et voilà, se former, la deuxième chose, ce que j'en tire comme enseignement, c'est que c'est génial à vivre. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, l'épanouissement des personnes au sein de l'organisation est vraiment extraordinaire et ce qu'on a mis aussi en place d'ailleurs dans les 2 structures et Solentiel, c'est la liberté des personnes, enfin, on fait en sorte que la personne puisse facilement quitter le Solentiel. Donc par exemple, on a la rupture conventionnelle qui est automatique pour tous nos salariés. N'importe quel salarié peut aller voir la responsable administrative et demander une rupture conventionnelle, il y a personne qui peut s'opposer à ça et alors avec l'indemnité minimale, hein, mais bon voilà et elle s'en va, sans avoir à se justifier, sans avoir à et hem et donc ça fait partie aussi de l'épanouissement, c'est-à-dire que tant que je suis motivé par la raison d'être, je reste. Si je veux partir, je peux partir assez facilement parce que du coup, j'ai le droit à mon chômage, je peux aller faire de la formation, voilà. Ça facilite aussi d'ailleurs le fait de faire sortir quelqu'un d'une équipe. Lui dire: «Écoute, prends ta rupture conventionnelle et puis on s'arrête là comme ça et pas besoin d'aller sur un licenciement». En fait, on licencie plus du tout aujourd'hui à Solentiel, hein, quand il y a des situations difficiles, la personne s'en va, assez facilement. Mais du coup, voilà, vraiment l'épanouissement des personnes dans un métier comme le nettoyage qui est un métier franchement ingrat, ça c'est incroyable de voir ça. On n'est plus des femmes de ménage, on est des businesswomen. Enfin voilà, je pense que ça traduit bien, heu, voilà ce qu'on peut vivre. Puis le troisième enseignement, la maturité, voilà, s'assurer de la maturité des équipes ou faire monter en maturité, les équipes ou les équipiers ou les personnes qui rentrent dans l'équipe, pour savoir prendre des décisions difficiles. Il y a une question de maturité, puis il y a une question de process. Heu, Mettre en place les bons process pour que les décisions difficiles puissent aller au bout. Heu, Process et accompagnement dans le process. C'est vrai qu'à ce moment-là, les réunions, il faut qu'elles soient coachées quoi, ou animées, facilitées, heu, facilitées, c'est peut-être le bon terme, mais de manière à ce que, voilà, le facilitateur puisse vraiment aider à ce que le process soit parfaitement respecté et qu'il y ait pas de jeu de pouvoir qui s'installe ou jeu d'influence. super. Merci beaucoup. Oui, Cynthia. J'ai une question, parce que tu as parlé de Pauline qui est accompagnatrice, et je me demandais si elle fait le travail pour toute la France, pour toutes les antennes, ou si c'est juste à Grenoble. Alors Pauline nous a quittés, enfin elle nous a quittés, elle est Elle est encore où? vivante, Elle est hein. où, Pauline? Pauline, elle est partie en Australie, un tout petit doute, en Australie ou Nouvelle-Zélande? Bon, voilà, un peu loin de chez nous et donc on a recruté une autre facilitatrice, qui s'appelle Delphine et qui est pour toute la France et pour le coup, moi un des enseignements également que je tire, c'est que, faut pas que la facilitatrice soit trop présente non plus. C'est qu'il faut qu'il y ait des réunions qui se passent sans elle, enfin, il faut que l'équipe soit en et aussi la maturité, et puisse organiser ses réunions sans dépendre d'une facilitatrice qui du coup sinon prendra un rôle de management, quelque part, hein. Donc on a plutôt la volonté, parce qu'il y a qu'une seule, Delphine, elle est à mi-temps même chez nous et aujourd'hui elle s'occupe des équipes en France. Alors on n'a pas tant d'équipes que ça, hein. On a 3 à Grenoble, 1 à Lyon et là on démarre à Nantes donc Grenoble on a réduit de taille aussi, hein, dans cette transition, on est passé de 40 à 30 personnes en insertion, heu, pour retrouver un peu de facilité de transition, puis après on repassera à 40, dès que les choses seront bien remises en place. Euh, oui, vas-y, Alexandre. Ouais, je retrouve beaucoup de choses que nous, on a vécues dans notre parcours
Mais c'est vrai que le fait que les gens soient engagés et volontaires de le faire, c'est une énorme influence. Parce que dans le récit que vous nous racontiez, les personnes qui avaient pas envie, en fait, elles faisaient vraiment, la roue libre totale, «Je travaille si j'ai envie, mais j'ai pas envie de bosser, je bosse pas». Et c'est vrai que le jugement des autres, en fait, on a du mal parce qu'on les connaît. C'est pas comme un manager qui, en fait, a vraiment un étage au-dessus de nous. Il mange pas avec nous le midi, on partage pas les mêmes choses, on boit pas forcément le café avec son manager. Bah, les sociétés que j'ai connues, plus pyramidales, bah, avec le manager, c'était le manager, on ne voyait pas juste pour, les reproches ou, dire quoi faire. Mais c'est vrai que le fait que les gens, dès qu'ils sont engagés, puis qu'ils ont compris, en fait, où était leur intérêt, je comprends que ça donne une énergie folle, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur d'expliquer aux nouveaux managers quand vous avez ouvert vos structures de: «Ouais, mais attends, tu es plus un manager à l'ancienne, tu es vraiment un facilitateur, un accompagnant, en fait. Tu vas guider les gens, mais il faut leur laisser un peu les coups des franches et on peut se tromper, on a le droit de se tromper». Et en fait, ma question est là, c'est que vous avez dit que vous étiez retourné à une petite phase à l'ancienne. Comment les gens qui ont vécu, hem, cette liberté, parce que moi je me dirais demain, on me dirait: «On retourne avec un manager tout en haut et tu fais plus ce que tu veux», je le vivrais très mal. Comment les gens est-ce qu'ils sont restés? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que c'était d'autres équipes? Comment est passée cette transition de dire: «Attendez, on retourne à l'ancienne», pour après reprendre un peu de liberté? Comment vous avez, géré ça? Alexandre, on tutoie Rodolphe. Je ne sais pas si tu es... Pardon, excuse-moi. D'accord, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Euh, Juste sur la deuxième partie, sur la retransition, d'abord, c'était Pauline qui avait géré ça. Donc, en fait, les équipes lui faisaient vraiment confiance. Et puis, elle a été manager à l'ancienne, mais de manière, en écoutant beaucoup l'équipe. Et puis, on n'est pas revenu sur un truc autoritaire, hein, mais de fait, c'est elle qui reconcentrait le pouvoir, mais elle le faisait de manière très participative. D'accord. Donc, ça s'est bien vécu parce qu'il y avait un lien de confiance très fort avec les équipes et ils avaient compris que c'était une transition. Elles avaient compris que c'était une transition. Euh, Sur le recrutement En fait, on recrute plus de managers, Alexandre. Fait que moi, Mmh. là, à Lyon, par exemple, à Nantes, je lance à Nantes, alors si, en titre officiel, c'est un responsable d'activité économique. Parce que quand on recrute, il faut retrouver un peu le langage classique. Mais en fait, quand je lui dis, bah voilà, tu vas avoir des rôles, des missions, tu as un rôle de développeur d'activité économique, tu n'es pas le chef des équipières qui vont faire le nettoyage. Et c'est elles qui vont s'organiser dans leur travail, etc. Ça ne sera pas ton sujet. Euh, et donc tout de suite, on explique quelle va être la mission confiée, euh, sans dire tu vas être manager ou chef d'agence, etc. Enfin, du coup, on n'utilise plus ces termes-là. Et, et on veille, peut-être notre travail, c'est de veiller lors de la prise de poste, de dire, regardez comment la personne doit se positionner, parce qu'effectivement, il va y avoir une tendance à bon, bah, si c'est des équipières qui viennent faire du nettoyage, forcément, je suis leur chef, quoi. Enfin, et dire, bah non, en fait, t'es pas leur chef. C'est leur décision, tu leur laisses prendre. Et là, le rôle du facilitateur, enfin, de la facilitatrice chez nous, Delphine, il est indispensable, parce Bon, qu'elle permet de remettre les choses à l'équilibre. d'accord, merci. Mais c'est vrai que c'est bien qu'on soit pas vraiment retourné à un manager qui a plus le titre, en fait. Il chapeaute un peu, mais avec moins d'autorité. Ouais, En con donc sur la période de transition, elle chapeautait, donc là, c'était très participatif. Et après, en holacratie, on a un leader de cercle. Le leader de cercle, il a un rôle un peu de locomotive et d'organiser les réunions, mais il prend pas de décision, il n'impose pas une décision aux membres du cercle. mmh, Euh, Chaque membre du cercle a son rôle, a ses missions et a une autonomie très forte dans ses missions. Et après, il y a des réunions de gouvernance et là, le leader, il n'a pas plus de poids qu'un autre membre de l'équipe dans les réunions de gouvernance. et je me permets de poursuivre un petit peu. Vous avez dit que vous avez donné à vos équipes la gestion de leur budget, en fait, qui soit à l'équilibre Mm. et le fait d'avoir le choix de soutenir une équipe qui va pas bien, je trouve que ça met vraiment un poids qui est assez énorme. Parce que la décision de licencier quelqu'un, c'est très dur. Nous, on l'a vécu une fois et c'est vrai que c'est compliqué. Ça a mis plus de temps. Je pense qu'un manager aurait été beaucoup plus rapide pour. Nous, c'était pas un licenciement, on s'est séparé de la personne, elle a trouvé un autre poste au sein de Nicomatic. Mais là, le dire, on soutient quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va travailler plus pour compenser sa perte. Bah, au bout de vous avez parlé de 3 mois, 4 mois, un manager n'aurait pas attendu autant. Mais tu te rends compte que oui, maman, on a beau être gentil avec les gens, je travaille plus pour compenser ce que tu fais pas, tes lacunes. Et là, je me dis, ouais, les gens, il y a le cœur quand même, au moment, il y a la raison, elle reprend un peu les rênes. Et elle dit, mais non, on peut pas continuer à faire plus d'heures pour rattraper le retard des autres.
Et Ouais, ça, je pense que exactement. c'est des expériences qui doivent être, qui sont dures, parce que nous, on y est passé. C'est dur de dire, non, mais désolé, même si tu as des enfants, même tu vas du mal à trouver de travail, on peut pas continuer comme ça, parce que tu joues pas le jeu, tu nous aides pas, en fait. Disons qu'il y a deux choses. Effectivement, on aurait fait juste un vote. Voulez-vous soutenir cette équipe sans que ceux qui votent aient à assumer les conséquences Ouais, financières? tout à Tout le fait. monde aurait soutenu l'équipe et ça aurait duré 3 ans, faut être très Ouais, clair. Là, le fait d'assumer la conséquence financière, ça porte. Après, quand le vote est fait, l'équipe impactée n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle a pu se défendre en amont dans le process, mais ensuite elle sort, elle est plus là quand on se réunit de nouveau et que les équipes votent, de manière à ce qu'il y ait un échange qui puisse se faire sans les personnes impactées. Ça redonne un peu de liberté aussi et enlève ouais. cette pression humaine, voilà. Euh, à l'inverse, on a eu des choses magnifiques. On a eu par exemple, à un moment donné, Solentiel, la directrice au démarrage avait mis un test de lecture-écriture à l'entrée. Parce que les personnes illettrées, on bossait pas mal au démarrage, mais en fait c'était hyper compliqué. Elle disait c'est trop dur, je veux que des personnes qui sachent au moins un peu lire et écrire, soit en anglais, soit en français. Et puis c'est en montant le conseil d'administration avec deux femmes qui sont concernées, qui sont dans le conseil d'administration, qu'on dit mais attendez, on peut pas exclure les personnes illettrées, c'est elles qui ont le plus besoin de Solentiel. Et bref, on a eu des équipes qui ont réintégré dans leur process de recrutement des personnes illettrées. Et là, il y a des mécanismes de solidarité qui se sont mis en place, qui sont tout bonnement incroyables. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes illettrées à qui je demandais, mais tu fais comment dans ton travail? Elle me dit, bah déjà, quand je vais la première fois dans une entreprise, j'ai une équipière, une autre équipière qui m'accompagne, elle me lit le cahier des charges, elle m'explique tout. Puis après, comme je retiens pas tout, la deuxième fois, troisième fois, on a fait, je les ai appelés quand j'étais en difficulté en WhatsApp vidéo pour leur montrer où c'était. Et puis là, elle me dit, mais en fait, comme je ne comprenais pas, elles sont revenues 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et elle me dit, c'est ça qui était sur leur jour off. Ils sont revenus Ouais. me voir et m'aider parce que comme ça, elles avaient du temps dispo pour moi. Et donc ça, c'est incroyable parce que du coup, on a des équipières qui prennent sur leur jour off pour venir aider d'autres. Et donc, c'est du temps totalement gratuit qui est offert. Et en discutant ensuite en équipe, avec l'ensemble de l'équipe, les autres m'ont dit, mais en fait, c'est elles qui ont le plus besoin de Solentiel et on est hyper heureuse de participer à pouvoir aider ces femmes qui ne savent pas lire, pas écrire et qui en plus souvent sont mamans, donc il y a des enfants, enfin, donc il y a des beaux mécanismes de solidarité, mais ça marche parce que les femmes en question étaient aussi hyper sérieuses et motivées dans leur travail et qu'elles mettaient, elles ne savaient pas lire, pas écrire, mais elles mettaient le maximum de ce qu'elles pouvaient donner, quoi, hein, très concrètement. Donc quand tout le monde joue le jeu, ça marche très bien. Si quelqu'un joue pas le jeu, c'est sûr qu'il faut aider le groupe à être en vérité. Et ça s'est fait tout seul, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait demandé, venez nous aider. Un manager a dit, tu peux pas venir sur tes heures, on te paye tes heures, on te paye pas Ah tes ouais, heures. non. Et je trouve que là-dessus, l'humain, naturellement, si la personne est volontaire, il va l'aider facilement, quoi. Ouais, 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 Ça, ça c'est fait tout super, quoi. seul parce qu'effectivement, c'était fait en vérité et tout le monde était motivé pour ça et on aide facilement une personne qui est motivée. Voilà. Donc, Cynthia a des questions, je crois. Vas-y, Désolée. Cynthia. Je me demande juste, parce que vous êtes une asso, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que ça serait possible de fonctionner de la même façon dans une boîte, quoi, dans une entreprise? Oui, parce qu'en fait, on a un statut associatif, mais parce qu'il n'y a pas de propriétaire de l'association, il n'y a pas d'actionnaire. Mais sinon, on est comme une entreprise de nettoyage. C'est-à-dire qu'on est totalement sur une activité économique, nettoyage. On est fiscalisé comme une entreprise avec la TVA, les charges sur les salaires, l'impôt sur la société, l'impôt sur les sociétés. Enfin, à part le fait de ne pas avoir d'actionnaire à la tête et de propriétaire, on est comme une entreprise. Euh, la seule différence, c'est que du coup, on n'a pas de dividendes à reverser, on n'a pas d'obligation de résultat financier. Donc nous, on a mis un objectif d'équilibre économique. C'est ça l'objectif qu'on se fixe chaque année en niveau associatif. On serait une entreprise avec un actionnaire, bah, peut-être qu'on aurait l'obligation d'avoir 5% de dividendes. Il faudrait juste l'intégrer comme il faut dans nos budgets, quoi, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas cette contrainte-là et du coup, ce qui fait que les équipes sont régulièrement en excédent budgétaire et que ça permet aux équipières de se verser des primes. Voilà, donc c'est très bien comme ça. Mais c'est peut-être juste ça qui changerait. Tu pourrais en dire plus sur le processus disciplinaire en autogouvernance, comment ça se passe grosso modo là en une minute pour avoir un peu une idée de comment les choses se sont construites avec elle ou c'est quelque chose qui a été proposé déjà. Et puis voilà, tu peux
Tu peux me dire les 2-3 étapes pour avoir un peu une idée? C'est Pauline qui a construit ça avec les équipes. D'accord. Après, par contre, on a uniformisé le processus pour l'ensemble des équipes. C'est-à-dire qu'ensuite, on leur a proposé d'avoir une personne par équipe qui se réunisse et d'avoir un processus commun pour tout le monde à Solentiel. D'accord. Le principe, c'est que n'importe qui dans l'équipe peut demander une réunion disciplinaire contre quelqu'un d'autre. Mm. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, on convoque la personne. L'équipe convoque la personne impactée. Elle lui explique ce qui est reproché. Donc ça, c'est pas forcément celle qui reproche qui dit, ça peut être une autre si elles sont pas à l'aise. La personne se défend et la personne sort de la réunion. Et ensuite, l'équipe discute et vote de la sanction. Donc, qu'est-ce qu'on sanctionne et quel type de sanction est prise contre la personne. Sur des cas assez simples, des sanctions simples, ça se fait en une fois très rapidement. Quand c'est plus lourd, parfois l'équipe demande à se réunir, souvent sans la personne du tout, pour qu'elle soit même plus dans les locaux, pour vraiment pouvoir dialoguer, discuter et prendre le temps d'une réflexion, d'une décision type exclusion d'équipe. Mm. Voilà, et on a un peu le même fonctionnement sur quand c'est des équipes entre elles. C'est un peu le même principe. Ok, ok. En fait, l'idée, c'était de marquer ces différents temps et puis j'imagine proposer de la facilitation s'il y a besoin. Enfin, Ah ouais, là, c'est toujours c'est facilité. toujours facilité, Ouais, d'accord. On peut toujours faire. facile. Parce qu'on est sur des étapes à peu près classiques, mais par contre, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une facilitation qui permet aux équipes de dérouler structure. D'accord. Ouais. Voilà, et après, la personne revient et la sanction lui est annoncée, soit en général avec toute l'équipe. C'est-à-dire que là, la personne revient et l'équipe lui dit, bah voilà, la sanction qui a été prononcée. D'accord. Ok. Super. Oui, Alexandre. Une question, hein, pas une remarque, une question. Une question. Non, c'était vraiment une question. Et tutoiement, hein. Excuse moi il faut que tu t'habitues d'ici la fin. Ouais, non, mais ça, voilà, Bon, j'essaierai de le faire. Voilà, je vais perdre le fil de ma question, mais non, bon, non, bon. ça me revient. Vas-y. On sait que le nettoyage, c'est très concurrentiel. On Ouais. sait qu'il y a beaucoup de sociétés. Est-ce que le fait d'être associatif, est-ce que c'est un argument qui peut attirer les gens? Parce que le management, ça va être dur à vendre, parce que peut-être que ça se vend, mais est-ce que le fait de faire venir des personnes qui sont en difficulté, qui viennent de situations qui sont dramatiques, est-ce que c'est un plus? Est-ce que ça vous ouvre des portes, en fait? Non, ça nous ouvre pas. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que par défaut, et le mode associatif, le projet d'insertion et le management, ça fait peur. C'est-à-dire comment ça, il n'y a pas de chef, qu'est-ce qui se passe, il y en a une qui bosse D'accord. mal, ou des personnes en insertion, est-ce qu'il va y avoir des vols? En plus, sur la Ah oui. prostitution, est-ce qu'il va y avoir des attitudes un peu ambiguës? Et association, ça fait pas très sérieux. Enfin, grosso modo, c'est dans la majorité des prospects qu'on peut rencontrer, c'est plutôt des éléments négatifs. À l'inverse, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait notre démarche commerciale. En fait, on va nous présenter le projet social. Donc moi, je vais raconter, par exemple, mon histoire de j'ai rencontré ces femmes la nuit, tac, 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 tac. Et là, on touche le cœur du dirigeant, du décideur. S'il n'est pas touché, on s'arrête. Ça ne sert à rien de négocier parce que du coup, on est mis en concurrence, effectivement. Le nettoyage, c'est vraiment un monde où il y a beaucoup d'exploitation au mauvais sens du terme des salariés. C'est-à-dire qu'on a des entreprises de nettoyage qui arnaquent très franchement leurs salariés. Donc, pour qu'ils tirent les prix vraiment vers le bas. Et si on calcule bien, c'est-à-dire que le salarié, il est payé par exemple pour 2 heures de travail. En fait, il en fait 3. Il se retrouve en dessous du SMIC. Hein, Hum, donc nous, voilà, on va plutôt chercher à aller toucher les décideurs sur la situation des personnes qu'on aide. Si le décideur est touché, à ce moment-là, il est capable à ce moment-là, le management devient une force parce qu'il dit putain, c'est vraiment génial. En plus, non seulement on les aide, mais en plus elles deviennent businesswomen et elles vont pouvoir s'épanouir, etc. Et du coup, il est capable de remonter son budget nettoyage pour payer, juste payer au juste temps passé, enfin, voilà, une juste rémunération des personnes. Et en plus, il va être plutôt bienveillant sur l'accueil des personnes qui vont venir chez lui. Donc oui, on va avoir une approche commerciale très différente parce que sinon, c'est plutôt l'insertion, Négatif, l'association, oui. c'est plutôt négatif. Ouais. Mm. Et pourtant, c'est vrai qu'on voit facilement que le nettoyage, ça impacte directement les salariés. Nous, on a eu le cas, vu qu'on a une équipe en interne qui fait le nettoyage, mais quand c'est les vacances, ils prennent des renforts.
Bah, on voit la dégradation, elle se voit instantanément. Mm. Et quand on discute avec l'agent, ils disent, mais on a un nombre d'heures précis pour faire ce qu'on a à faire, et on n'a pas plus de temps en fait. Si on fait du temps en plus, c'est du temps qui est perdu, qui est pas payé. Et on a d'autres clients Exactement. derrière. Donc c'est vrai que Mm. c'est pas forcément dévalorisant, mais c'est pas un métier facile. J'ai une dernière question, Rodolphe. Si c'était à refaire, tu partirais directement dans la Croatie ou tu referais un temps de... On essaye, on part sur le modèle Opal et à partir de là, on essaye de rajouter des trucs. Si c'était sur un seul site géographique, Hmm. je pense que je serais plus tenté de recommencer Opal parce que je sais que ça a fonctionné. Donc, Hmm. voilà, Holacracy, on manque de recul, hein, très, très concrètement. Puis on n'est pas encore au bout du process de transformation. Les équipes opérationnelles viennent juste d'intégrer le process, donc on n'a pas Ah leur oui, retour. d'accord. À l'inverse, sur du multisite géographique, et donc sur le fait de pouvoir dupliquer un modèle, je partirais sur Holacracy quand même si j'ai pas le retour, parce que Et en tout cas, quelque chose de structuré, quoi. Quelque chose de ouais, documenté, structuré. ouais, Après, ça peut être exactement. d'autres méthodes, mais d'accord, ok. Bon, on arrive à 42. Je- Si je peux, Ouais, ben, est-ce par qu'on... rapport à la société que tu as montée dans le BTP, Ouais. qu'est-ce que si tu devais refaire ça, qu'est-ce que tu changerais en fait? Ah oui, très bonne question. Je Maintenant que tu as repartirais. du recul. Ouais, ouais. D'abord, je repartirais beaucoup plus petit et je prendrais le temps de valider le concept avec une petite équipe, et non pas passer à 16 personnes directement. Je m'assurerai de la montée en maturité de l'équipe et d'avoir les bons process pour que des décisions complexes puissent être prises. Et du coup, ça veut dire une implication de ma part pour détecter les choses qui vont pas et de voir si l'équipe est capable de les ressortir toute seule. Donc il y a cet aspect-là, hein. Euh, voilà, c'est les deux choses que je ferai vraiment pour corriger ça. Et puis après, voilà, je pense que c'est les deux grosses erreurs que j'ai vues. Il y en a sûrement d'autres, hein. Beaucoup de confiance dans le process en fait. Beaucoup de confiance et pas de et comme ça a trop grossi. euh, Si la responsabilité, ils l'avaient du coup, hein, et ils ont assumé finalement la conséquence et une liquidation judiciaire. C'est vraiment douloureux, mais en fait, on s'en est rendu compte beaucoup trop tard, et donc ça, c'est la maturité qui fait que ça n'a pas fonctionné. Merci. Ok. Alors, maintenant, Cynthia, Alexandre et moi, on va faire un retour à Rodolphe. L'idée, c'est de... Il nous a donné beaucoup. L'idée, c'est que nous, on lui donne en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui nous a paru particulièrement intéressant et pourquoi on le remercie, en fait. Ça vous va si on est sur cette règle du jeu? Donc, on va préparer nos réponses. On va prendre 30 secondes pour essayer de noter les deux, trois points et puis après, on prendra la parole. C'est bon pour vous? Cynthia, ça serait bon? Qui c'est qui démarre? Pas moi. Pas démarrer. Allez, vas-y, Cynthia. Ouais. Bah, d'abord, je te remercie parce que je sors avec une grande admiration. J'avais déjà un peu regardé ton site et franchement, l'initiative de ce travail est incroyable. Je ressors avec le fait que tu as redonné de l'autonomie et que tu as formé des businesswomen. Et franchement, je sors admiratrice de ton travail. Super. Merci, Cynthia. On sent de l'émotion si chouette. Ça fait, ça fait. Alexandre, tu continues? D'accord.
Bah, je te remercie en tout cas, Rodolphe. On a eu vraiment un condensé de belles expériences, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Il y a eu un peu des couacs et tout, et c'est bien d'avoir découvert ça. Et je pense que faut pas abandonner, c'est ce que tu as fait. Et je trouve que ça, c'est super. Il faut que les gens, ils aient envie de le faire. Et ça, on le constate au fil des expériences. Puis, ben, bien sûr, beaucoup d'engagement. Et ouais, je trouve que c'est bien, puis ça pourra peut-être faire des émules dans d'autres sociétés. Donc je trouve que ouais, un super retour et tout. Et j'ai l'impression que la plage de temps était vraiment très courte avec tout ce qui s'est passé. On n'a pas l'impression que ça a pris 10 ans en fait. Mais on sent qu'on peut le faire, on sent qu'on peut avoir la confiance, traite les gens en adultes, ils se comporteront en adultes et ça peut très bien marcher comme ça en tout cas. Merci à toi. Merci Alexandre et merci pour le tutoiement du coup, hein. On essaye, à la fin on essaye. J'y arrivais. Ok. Moi, je vais continuer. Déjà, voilà, un grand merci de toute façon globalement parce que c'est une aventure humaine. Moi, j'ai l'impression que vous avez vous déplacez des montagnes, vous faites de malade, quoi. Socialement et pour les femmes et tout ça. Donc, et puis pour les hommes. Donc, déjà, c'est un chapeau bas. Et puis sur la partie que tu nous as racontée, la gouvernance et tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est confirmation sur faire avec des volontaires. En fait, on ne met pas en place une gouvernance partagée avec des gens qui ne veulent pas. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, merci de fermer une fois de plus, mais je pense qu'on oublie. Donc, cette notion de volontariat. Parce que, et j'ai l'impression qu'on s'en fout en fait, ce qui va marcher, c'est la maturité des équipes. Et quand tu dis maturité, même ça se concentre, moi, dans ma compréhension sur, au bout du compte, voilà, arriver à prendre des décisions qui sont difficiles. Mais juste avant, c'est aussi de pouvoir dire en vérité quand quelque chose ne marche pas, en fait, de prévenir au plus tôt et de permettre aux gens d'acquérir, en fait, cette compétence-là, parce que c'est une vraie compétence. Donc, moi, je trouve ça, le fait d'appuyer sur ce clou-là, donc merci parce que pour moi, il y en a plusieurs, mais là, voilà, tu le mets vraiment en avant et ça me va bien en fait de résumer quelque part les conditions clés de réussite à ça. Et puis moi, j'ai beaucoup apprécié ta réflexion sur cette notion de équipe toute seule ou duplication. Et finalement, la formalisation, c'est beaucoup parce qu'on veut dupliquer et que finalement, voilà, on peut fonctionner en live, je dirais, quand on est seul et c'est bien. Donc voilà, comment tu positionnes la formalisation dans son côté obligatoire et je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a apporté quelque chose. Donc vraiment, merci pour ta spontanéité, ton authenticité. Voilà, on se connaît pas bien. Et on se connaissait pas bien et je trouve ça très chouette voilà, d'avoir partagé ce moment. Et toi, Rodolphe, est-ce que tu as un petit mot avant de partir ou Non, bah merci beaucoup. C'est un exercice. J'avais pas beaucoup préparé, mais je sais pas si j'ai dit exactement, si on a dit la même chose qu'il y a 4 mois, mais peu importe, finalement. En tout cas, c'est ce qu'on vit, donc voilà. Ouais. On a trouvé ça Euh, sincère. Ouais, non, c'était plus important, c'était sincère. non, mais Ok, après, c'est sûr, dans le fait de le faire à deux, on a aussi des prismes différents. Et ça, parfois, c'est aussi riche de le faire à plusieurs dans une même organisation, parce qu'on voit pas les mêmes choses. Et souvent. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup bah, écoute, pour votre patience et votre écoute. oh, non, Merci à mais toi. c'est vraiment merci à toi. Et puis, non, vraiment très chouette. Bah, je suis très contente que ça soit mis en boîte, voilà, pour que d'autres puissent en profiter. Et ben, au plaisir. Et puis raconte-nous, hein, moi j'aimerais bien savoir, voilà, on reste à bon, et les équipes, comment ça se passe. Donc, je pense qu'il y aura une suite. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse organiser un deuxième épisode ou un troisième. Voilà. Carrément, avec Eh joie. ben, merci à vous, à bientôt. Bonne journée à tous. Merci.